venant d'Italie dans les années 22, il n'a pas voulu du tout opter pour le régime mussolinien. Donc il est venu en France, terre d'accueil, et il s'est immédiatement, avec ma mère, naturalisé pour être français, et que ses enfants soient français, puisqu'on pouvait le faire en se naturalisant. J'ai commencé la musique par le violon, parce que mes deux sœurs aînées faisaient du violon. Il y avait un violon, un archet, la colophane à la maison. Après avoir fait une année de violon, un ami de mon père, dont le fils était déjà un jeune prodige, qui se produisait en Angleterre dans l'orchestre de Jack Hilton, orchestre de jazz symphonique à l'époque, et qui jouait déjà la Rhapsody in Blue, qui jouait déjà le Rondo Capriccioso de Mendelssohn, il jouait déjà des pièces de concert très intéressantes. Mon père s'est laissé influencer par son ami et m'a acheté un accordéon. Mais un accordéon, il a acheté ça sans avoir d'expérience du tout. Il a acheté un accordéon sans basse, c'est-à-dire S-A-N-S, pas C-E-N-T comme on dit toujours, l'accordéon où il n'y avait pas de basse, ce qui n'est pas le vrai rôle d'un instrument baptisé accordéon. J'étais dans un ensemble, à l'époque, un ensemble, on ne disait pas non-voyant, on disait aveugle à l'époque, un ensemble d'aveugles. J'ai donc appris la musique braille, c'est-à-dire les cartons perforés avec les trous. Donc on faisait une ligne de carton et on le singeait tout de suite sur son accordéon. Les notes, c'était des partitions simples, bien sûr, avec des airs, déjà des airs sans doute populaires, soit choses d'Offenbach, mais pas les choses les plus difficiles. Et puis très vite, il a fallu un professeur, et le professeur m'a fait changer d'instrument très vite. Avec ce professeur qui était excellent, j'ai dû faire des progrès assez rapidement, puisque à 11 ans, j'étais déjà devenu professionnel. Aujourd'hui, ça ferait peut-être enfant martyr, mais à l'époque, comme j'avais commencé par le violon et le solfège, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que le solfège a été capital pour mes débuts dans la profession, dans le métier de musicien. Ce qui fait qu'à l'âge de 11 ans, après avoir passé mon certificat d'études primaires à l'école, j'ai tout de suite été dans le bain du métier, comme on dit, avec les professionnels. À l'époque, dans les brasseries parisiennes ou ailleurs, dans d'autres villes de France, les musiciens étaient issus bien souvent du conservatoire. Ce qui fait que ça a été tout de suite le grand bain avec le grand répertoire, c'est-à-dire les ouvertures célèbres, que m'enseignait mon professeur déjà, évidemment, les Guillaume Tell et autres, Noces de Figaro ou Flûte enchantée de Mozart, enfin ce qu'on appelait le grand répertoire à l'époque. Et donc très vite, des débuts dans le métier, mais j'ai commencé dans les guinguettes, avec mon premier prof qui lui jouait dans une guinguette dans la banlieue parisienne, sur le canal de l'Ourcq. C'était pas sur la Marne, c'était le canal de l'Ourcq. Et c'était très drôle parce que les morceaux qui m'avaient fait travailler, qui étaient aussi il y avait les chansons au début, les morceaux qui m'avaient fait travailler, il me demandait de les rejouer pour faire danser les gens dans la guinguette. Lui se mettait au jazz. Le jazz, c'était la batterie, c'était une grosse caisse, une caisse claire, des balais et des baguettes, et vice-versa. Lui prenait son accordéon, et de temps en temps, on inversait, ce qui fait que ça m'a fait des débuts professionnels tout de suite dans le bain, je veux dire, d'une certaine musique. Faire danser les gens, c'était pas la musique classique, bien sûr. Alors, mais suite à ces expériences, après les guinguettes, ça a été les valses-musettes, après les bals-musettes, je veux dire, après les bals-musettes, les dancings, après les dancings, les cabarets, les brasseries dans lesquelles on jouait le grand répertoire, et puis les épreuves dont je peux vous passer les termes, enfin la Coupe mondiale d'accordéon, avec la confrontation avec les joueurs d'autres pays, avec déjà et puis des artistes français. Je me souviens de certains jeunes accordéonistes que je redoutais de retrouver dans les concours, dans les épreuves officielles déjà à l'époque. Je veux dire, c'était déjà l'émulation d'une part, et puis l'apprentissage du métier avec des répertoires différents. Puis il y a eu aussi les expériences avec les orchestres tango
quand j'ai joué du bandoneon, j'ai dû faire 4 ou 5 ans de bandoneon dans les orchestres tango, les orchestres réputés à l'époque, puisque je faisais des enregistrements aussi avec eux. Je vous dis, cette chance d'avoir appris la lecture, le solfège, à l'époque, c'était déjà les 7 clés, c'était pas seulement la clé de sol et un peu de clé de fa. Je veux dire, mais c'était pas redoutable, c'était passionnant parce que quand on a un bon prof de solfège, c'est pas rebutant. Alors que j'entends la plupart des enfants maintenant qui vont soit dans les écoles de musique, oh le solfège, oh ça m'ennuie, j'aime pas, alors que c'est capital. J'ai toujours aimé aller dans des situations qui pouvaient être critiques, qui pouvaient être dangereuses, aller au studio avec certaines formations, des fois des grandes formations, quand vous avez 60-70 musiciens dans le studio pour une musique de film, il y a intérêt à être l'égal des autres, parce que là, le chef d'orchestre ne vous pardonne pas. Je veux dire, il m'est souvent arrivé d'aller soit, bon, à Paris beaucoup, bien sûr, dans tous les studios parisiens, pour des musiques de film, il y a eu beaucoup de films, plus d'une centaine, mais les plus marquants, ça a été quoi? Bon, mais c'était de la variété à ce moment-là. Il y a eu quelques musiques contemporaines, mais je me souviens même plus des titres, parce que ça n'est pas devenu des succès populaires, alors qu'avec Jacques Tati, 3 films, c'est-à-dire Mon oncle, dans lequel je joue beaucoup, Playtime et Trafic, donc 3 films avec Tati. Je l'ai retrouvé, Jacques Tati, en Scandinavie. Un jour, il était allé présenter, lui, un court-métrage, et moi, j'étais allé là-bas faire une télévision, il y a eu une espèce de fidélité avec Tati. Je ne sais pas si c'est lui qui demandait au chef d'orchestre de m'engager, j'en sais rien, je ne peux pas le dire. Je n'étais pas devenu son ami intime non plus, mais il y a eu une fidélité déjà pour ces 3 films. Et puis donc d'autres films, il y avait, comme je ne peux pas vous dire tous les titres, il me faudrait la liste comme ça sous les yeux, mais il y a eu des gags au milieu de tout ça, par exemple pour Le juge et l'assassin, comment s'appelle-t-il, Tavernier, je crois, Bertrand Tavernier m'a fait venir ici à la maison, Galabru, qui dans le film, dans Le juge et l'assassin, il est l'assassin accordéoniste. Donc il a fallu lui apprendre à tenir un accordéon. Il devait jouer sur la Marseillaise sur son accordéon. Alors j'ai essayé de lui apprendre en 3 cours la manière de tenir un accordéon. Et les 2 premières fois, bon, je ne sais pas s'il comprenait bien ce que je lui expliquais, mais la 3e fois, il est venu avec son fils. Son fils, un de ses fils peut-être, ou son fils, qui travaillait le piano avec un prof du conservatoire, avec Pierre Sancan. Et je lui donne mes explications pour tenir l'accordéon et essayer de bien faire semblant de jouer la Marseillaise. Et quand on s'est quitté, il s'est retourné vers son fils en lui disant « T'as bien compris tout ce que m'a dit Marcel, tu me répéteras tout ça à la maison. » Alors donc je veux dire, et on s'est revu il n'y a pas longtemps, je suis allé le voir dans une de ses pièces de théâtre et il s'en souvient très très bien. C'est un homme qui a de la mémoire, enfin voilà. Ça, ce sont des petits détails. J'ai bien connu Piccoli aussi, puisqu'il était le mari de Juliette Gréco à l'époque. Juliette que j'ai accompagnée autour du monde plusieurs fois aussi. Enfin, les chanteurs, les chanteuses. Pourquoi les chanteurs, les chanteuses? Parce que vous lisez la musique, vous êtes professionnel. Il n'y avait pas que les chanteurs et les chanteuses, il y avait la musique de film, il y avait les courts-métrages. On sait qu'on peut compter sur vous dans une séance d'enregistrement. On sait que vous n'allez pas tout foutre par terre. Il m'est arrivé d'envoyer des remplaçants, quand vous n'êtes pas libre, vous envoyez quelqu'un, et malheureusement, des garçons à qui je faisais confiance, et qui sont des bons musiciens, mais soit ils avaient le trac, soit il y avait des problèmes de contact, qui fait que j'ai été déçu quelquefois comme ça d'envoyer. Pourtant, il faut toujours faire en sorte que celui que vous envoyez pour vous remplacer, dans votre tête, il vaut mieux qu'il soit meilleur que vous. C'est mon avis en tout cas, parce que si vous envoyez quelqu'un de toc pour garder l'affaire, vous êtes perdus tous les 2. C'est mon avis en tout cas, puis j'aime pas ça, ça m'aurait pas plu de faire ça. Enfin voilà, donc ce qui fait que ce métier, c'est... Quand vous faites un métier, le téléphone finalement, quand vous avez un téléphone, commence à sonner, c'est pas du tout... est-ce que c'est parce que vous jouez bien, vous jouez mal? Je peux pas le dire, c'est pas à moi de dire ça, mais c'est parce qu'il faut toujours pouvoir sauver la situation. Donc j'avais déjà du métier, j'avais l'habitude d'avoir du métier, et vous savez comment on appelle les musiciens de studio? On les appelle les requins.
Et je vais vous dire que j'ai été fier d'être un requin, parce que nous étions peu nombreux à aller dans les studios à une époque. Aujourd'hui, il y a une pléiade de jeunes là, qui sont formidables d'ailleurs. Si j'ai participé à ce qu'ils arrivent aujourd'hui, j'en suis content. Par exemple, ne serait-ce que d'avoir pu obtenir des affaires culturelles et de la direction de la musique, qui est une classe au Conservatoire national. J'ai participé avec des collègues, mais la plupart de mes collègues de l'époque ne sont plus là pour s'en vanter ou pour dire j'y étais. Alors donc j'ai l'impression que ça retombe sur moi et voilà, je suis content et puis de les entendre, de les voir dans toutes les disciplines, dans toutes ces couleurs. Enfin, alors comment on devient accordéoniste de studio? Voilà, je crois qu'en quelques mots je vous dis pourquoi, et c'est pourquoi j'en reviens encore à cette histoire de savoir lire la musique. Et savoir lire la musique c'est très important. Ou alors on est un joueur un peu comme faisait Django Reinhardt que j'ai connu. J'ai joué pour Django Reinhardt, mais j'ai pas joué avec lui. Mais j'ai joué avec son fils, oui, c'est ça. Comment s'appelait-il déjà? Babik Reinhardt, Babik, le jazz. Et j'ai joué avec, maintenant, en ce moment, récemment, on joue avec David, qui est le fils de Babik. Donc, vous voyez la trilogie des Reinhardt. Et je connaissais bien le frère de Django, qui s'appelait Joseph Reinhardt. C'est formidable de savoir que cet instrument a réussi à se hisser au niveau des autres. C'était mon rêve et c'était le rêve de beaucoup de pionniers que j'ai connus. Le premier, c'est Ferrero, Médard Ferrero. C'est un personnage qui a non seulement fait des méthodes, qui a joué, qui a été, pour moi, c'est encore un des premiers concertistes de l'accordéon, mais ça, on ne le saura jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait d'enregistrement qui correspondent à ses qualités. À l'époque, les maisons de disques n'acceptaient pas d'accordéon classique. C'était un joujou, l'accordéon, c'était fait pour la fête, c'était un instrument festif. Donc pas question d'enregistrer des choses sérieuses, alors qu'à chaque leçon, il me jouait un morceau, soit un Albéniz, un Mozart, les choses, c'était des transcriptions à l'époque, hein, c'était des adaptations pour l'instrument, mais c'était peut-être déjà plus intéressant d'entendre une ouverture célèbre sur un accordéon que sur un piano, même s'il y a des génies du piano, c'était plus intéressant parce que c'est un instrument plus orchestral. Il y a eu aussi Marceau, qui était un personnage, Adolphe de Prince, ça ce sont les premiers pionniers. Il y avait eu Émile Vacher pour le style de danse, pour la danse. Il y a eu, alors après, dans les préférences, il y a eu aussi déjà des concertistes, dont Freddy Balta, qui était aussi organiste et pianiste, Joe Rossi, Jos Pacelli, André Astier, qui a écrit aussi des choses magnifiques, super compositeur, et puis, qui m'ont beaucoup marqué, c'est accordéoniste dit moderne, ou jazzman, c'était déjà Gus Viseur, Tony Murena, Charles Bazin, quelques autres. Joe Privat était, lui, très typé musette, mais bal, mais de qualité. Les plus belles valses musettes, après celles des Pégury, sont celles de Joe Privat, à mon avis. J'ai une carte blanche dans laquelle il y a Ceccarelli le batteur, il y a Sylvain Luc le guitariste, son frère Gérard aussi. J'invite des jeunes aussi accordéonistes et je cite toujours, on joue du Viseur dans nos soirées, et je cite bien Viseur et Murena comme ces deux personnages qui nous ont apporté un modernisme, qui nous ont apporté le jazz.